BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Bon week-end de l'Ascension. J'espère que vous en profitez et que voilà, ces quelques jours de repos vous font du bien. En tout cas, malgré le week-end de l'Ascension, nous sommes là. De quoi je me mêle, toute l'actualité de la tech. À noter que cette émission a été enregistrée le mercredi 25 mai. Avec évidemment le décryptage de toute l'actualité de ces derniers jours. Tout à l'heure, on parlera de Uber qui teste la livraison de repas par robot en Californie. Les 15 ans de Google Street View. On va parler de Netflix aussi. Et puis, bien évidemment, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci encore une fois de nous suivre et bienvenue. Et un joli club de la presse IT. Pour décrypter tout cela, cette semaine, Éric Le Bourlou est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Rédacteur en chef de 01net.com et juste en face de lui, c'est Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony que vous retrouvez sur BFM Business le matin, mais aussi sur RMC dans l'émission d'Estelle Denis et voilà Culture Geek aussi diffusée le week-end sur BFM Business. Alors, au menu de l'actualité, plein de choses et on va commencer par Apple, et on l'avait évoqué ici il y a quelques temps de cela, Apple qui propose que vous répariez vous-même certains iPhones. Voilà, donc il faut être quand même assez doué, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de démonter un iPhone, c'est pas évident. C'est clair. Faut avoir Oui. quasiment, j'allais dire, un doctorat en électronique. Quoi. C'est ça, un doctorat en électronique, ne pas avoir la tremblote. Des doigts de fée. C'est ça, des doigts de fée, une super lumière, une chambre stérile. Non, j'exagère, mais on n'est pas loin. C'est presque ça. C'est presque ça. Bref, donc voilà, il y a tout un dispositif qui a été mis en place par Apple. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez pété l'écran, vous commandez un écran, vous le recevez, c'est une pièce qui est officialisée, etc. etc. Et donc, il y a des journalistes américains qui commencent à tester un peu le système parce que ça vient d'être lancé. Exactement. Et je crois que c'est assez drôle ce qui se passe, non ? Oui, parce qu'ils ne reçoivent pas que l'écran. Ils reçoivent beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, oui, effectivement, on en a beaucoup parlé de ce système d'auto-réparation qui est proposé maintenant par Apple. Et c'est vrai que ça semble une très bonne idée sur le papier. Et donc, aux États-Unis, on a des journalistes tech qui commencent à essayer un petit peu tout ça. Et notamment. Super sujet d'ailleurs. Super sujet, très bon sujet évidemment. Voilà, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si je veux aujourd'hui changer la batterie de mon iPhone ? Et c'est le test qu'a fait un journaliste de The Verge, donc publication de référence dans le domaine de la tech. Donc, il a commandé le kit de réparation d'Apple. Il s'attendait à recevoir un petit tournevis, des petites pinces, une petite trousse à outils, exactement. Est-ce qu'on sait ce qu'il avait comme problème sur son iPhone ? Alors, il avait une batterie à remplacer. Il voulait remplacer sa batterie. C'est tout. Donc, il a commandé le kit. Donc, tu payes le matériel que te fournit Apple, donc en location, c'est une cinquantaine de dollars, donc une cinquantaine d'euros à peu près pour une semaine. Et puis, le prix de la pièce, donc le prix de la batterie qui doit être 40 ou 50 euros aussi. Bon, il s'attendait à recevoir son petit tournevis. Donc, un petit truc dans une boîte, quoi. Évidemment. Devient important. Dans une boîte, sauf que il a reçu 2 énormes valises, 40 kilos de matériel siglé Apple. Donc voilà, il reçoit ça à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était le kit de réparation pour son smartphone, pour changer sa petite batterie. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces valises ? Il y avait un atelier Apple, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que vraiment, il y avait l'usine Foxconn. C'est incroyable. Alors, on voit les images pour ceux qui nous regardent. Et effectivement, c'est dingue parce que tu as des machines. Alors, tu as une grosse machine qui sert par exemple à enlever l'écran. Voilà, tu as effectivement toutes les pinces, les tournevis. Tu as vraiment une sorte d'atelier miniature pour réparer ton téléphone. Alors, tu as un manuel d'instruction, une sorte de tutoriel qui apparemment en plus est assez compliqué. Quand on disait qu'il fallait avoir un doctorat en électronique, je le dis en rigolant, mais c'est quand même assez chaud. Tu vois, les manipulations à effectuer sont quand même assez complexes d'après, en tout cas, le test qu'a fait ce journaliste qui dit j'ai failli avoir 3 crises cardiaques, en gros, parce qu'il y a certains moments, j'avais l'impression qu'il n'y a plus rien qui se rallumait, j'avais l'impression d'avoir cassé mon truc. En plus, il faut faire attention au matériel qu'il t'envoie. Parce qu'il ne faut pas casser le matériel qui sert à réparer l'iPhone. Tu lâches quand même une caution de $1 200 au cas où il se passerait un truc. Et donc voilà, résultat des courses, il est parvenu à réparer sa batterie, à remplacer sa batterie, mais à quel prix ? C'est-à-dire que vraiment, là, tu te rends compte, c'est même pas être un bricoleur du dimanche, vraiment, c'est réservé aux aficionados de la réparation de smartphones et certainement pas à des amateurs comme toi et moi, je sais pas, comme moi en tout cas, ça c'est sûr. Oui, non, c'est ce qui est dingue, c'est que c'est effectivement un
kit de réparation professionnel. C'est quelque chose que vous pouvez trouver dans un magasin de réparation de smartphone. Alors on vous envoie ça, vous n'y connaissez pas grand-chose et puis débrouillez-vous. Alors vos petits manuels et puis vous allez, vous faites votre travaux. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus effectivement, comme tu l'as dit Anthony, il faut payer une caution quand même de $1 200. Donc parce que au final, on loue ce matériel pour 5-6 jours, on paye $1 200 et après, enfin on a une caution et après quand le matériel est et quand on ramène le matériel, on la récupère évidemment, mais c'est quand même faut quand même avoir $1 200 pour pouvoir bloquer sur sa carte et puis bancaire. c'est une somme de stress parce qu'on se dit C'est comme quand tu vas à l'hôtel, tu sais, tu lâches ta carte et j'espère quand même qu'il va rien se passer parce que Et l'autre truc aussi, c'est que par ailleurs, effectivement, il a réussi à réparer sa batterie, mais à la fin, il a quand même eu un message sur son iPhone lui disant que la batterie n'était pas une pièce originale Apple, alors que si, parce que c'est Apple qui lui a fourni tout le matériel, et il s'est retrouvé, comme ça arrivait à plein de gens qui ont changé par leurs propres moyens du matériel avec du matériel qu'ils ont acheté à droite à gauche sur Internet, et Apple fait des vérifications sur le matériel une fois qu'on le change nous-mêmes, et il arrive parfois à ce que l'iPhone dise non, ce n'est pas un matériel validé par Apple, donc je refuse de démarrer. Et il a eu exactement ce problème-là en utilisant pourtant tout le matériel que lui a fourni Apple. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Même Apple est méfiant de ses produits. C'est ça qui est fort. Non, mais après, parce qu'après, c'est toute une galère. Il explique qu'il a dû redémarrer en mode diagnostic, exactement, connecter ça à un ordinateur en externe pour vérifier que la pièce était bien originale. Enfin, c'est un truc quand même ultra compliqué. Enfin, faut être très très technique, quoi. Bon, alors, c'est surréaliste cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Est-ce que Apple a fait preuve de zèle en se disant tiens, c'est un journaliste de The Verge, je vais envoyer le matos qu'il faut histoire qu'il puisse tester dans de bonnes conditions ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est aussi une stratégie dissuasive pour dire aux gens attendez, vous voulez tu veux réparer ton iPhone, mon pote ? Bon courage, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Voilà. Moi, je pense, c'est effectivement faire preuve peut-être d'un peu de cynisme, ou certains diront de réalisme. Moi, je suis sur cette hypothèse-là. Je pense que c'est fait exprès. Je pense aussi, oui. Vraiment, tu vois, le truc, c'est qu'on a tous été très surpris, et on en avait parlé dans cette émission, quand ils avaient fait cette annonce du système répare ton iPhone toi-même, en se disant waouh, ça change quand même complètement leur politique. D'habitude, jusqu'ici, ils disaient surtout ne réparez pas vous-même votre iPhone, c'est un truc de pro, rapportez-le nous et on vous le répare, et puis c'est une manière de faire du business, etc. Et on s'était dit au nom du droit à la réparation qui monte beaucoup en puissance et qui est un peu imposé par les autorités, notamment aux États-Unis, Apple fait volte-face, fait un changement à 180 degrés. Bon, et en fait, on se rend compte que là, ils ont mis en place un système qui est complètement dissuasif, qui est ok, vas-y, répare-le ton iPhone. Vas-y, mais débrouille-toi, on t'envoie. Tu veux pas aller dans un Apple Store ? Vas-y, on te donne tous les outils. À la limite, on peut pas les critiquer pour ça, dans le sens où, à la lettre, ils te donnent effectivement tous les outils, ils te payent les frais de port, la totale. Enfin, à la limite, on peut rien leur reprocher. Sauf que c'est évidemment fait pour que personne n'ait envie de réparer son iPhone lui-même. 2 valises de matos pour changer une batterie sur un téléphone. Oui, alors soit dit en passant, parce que le côté droit à la réparation, c'est aussi tout l'argument écologique derrière. Quand on t'envoie 40 kilos de matos pendant 3 jours que tu dois renvoyer derrière, permets-moi de douter de l'empreinte carbone. Là, elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas géniale non plus. Oh là là. Mais c'est fou cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, c'est que Apple envoie ce genre de matériel pour évidemment dire aux gens le faites pas vous-même. Et je pense qu'ils savaient de toute façon que ce genre de papier allait tomber à un moment ou à un autre sur leur système. Les gens vont voir ça, ils vont dire ben non, mais moi je vais pas faire ça, je préfère l'envoyer à l'Apple Store, mon téléphone, ça va peut-être me coûter un peu plus cher, mais en tout cas ce sera sûr, ce sera fait par un pro. Mais effectivement, c'est aussi une manière pour eux d'être en conformité avec les futures lois qui vont arriver. Ouais, mais enfin, c'est prendre les gens pour des abrutis, on est d'accord. Techniquement, c'est à la lettre, ils ont. Mais le droit à la réparation va devenir quelque chose, et il faudra bien qu'ils s'y soumettent. Et effectivement, c'est une solution pour s'y soumettre. Ouais. Donc voilà, c'est effectivement prendre un peu les gens pour des abrutis ou au contraire, pour plus intelligents qu'ils ne sont. Parce que c'est vrai que moi, je me vois pas du tout faire ça chez moi. Non, mais surtout, il vous faut 50 mètres carrés, quoi. Ouais. Alors, si vous commencez à tout installer, vous êtes dans un studio, vous êtes mort. Il vaut mieux pas habiter au 8e étage sans ascenseur, du coup. C'est vrai que c'est ça. Ou alors tu le fais dans la rue. Faut ton Apple Room. Tu
Ouais, Alors, très tôt. non, mais sinon tu montes ton petit atelier puis tu répares les smartphones des copains. Tu montes ton business avec le matos carrément, d'Apple, tu vois, ça peut carrément. être ça. Alors, Non, je suis pas sûr que ce soit. Non, à je mon pense pas que avis, ce il soit doit y avoir légal. une petite clause. Je pense. Tu vois, qui Ouais, te dit ouais, si bien tu fais sûr. ça. Là, y a-t-il une coupe qui vient avec son sifflet là? Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais je sais pas en fait si effectivement tous les utilisateurs vont recevoir le matos. Tu posais la question, effectivement, est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient que c'était un journaliste de The Verge et donc ils se sont dit on va lui envoyer tout le matos. Certains, j'ai vu en tout cas des réactions sur internet, alors est-ce que c'est complotiste, je sais pas, etc., mais qui disent effectivement ils ont fait exprès d'envoyer à un journaliste ce matos-là pour avoir ce genre de papier sur un site comme The Verge Pour comme dissuader signal les gens, d'alarme bien sûr. et dire aux gens voyez ce qui vous attend si vous commandez une pauvre batterie pour la réparer vous-même sur votre iPhone, voilà ce qui vous attend, donc ne faites pas ça, allez dans un Apple Store et faites réparer votre Mais en téléphone même comme temps, alors peut-être, mais en même temps, je vois mal comment ils pourraient faire autrement, parce qu'il y a par exemple toute la machine pour décoller, donc une machine qui chauffe le téléphone pour décoller en fait la coque et enlever la colle qui fixe la coque. Ben, il faut bien avoir cette machine. Si on veut enlever la batterie, c'est obligatoire. Donc, à mon avis, c'est vraiment la solution. Alors peut-être qu'ils l'ont fait effectivement. Ils ont un kit spécial pour les journalistes, mais je pense que ces machines sont en fait obligatoires. Si on veut ouvrir un iPhone, il faut avoir accès à ce genre de matériel. Donc, en fait, en tout cas officiellement, parce qu'il y a des manières plus artisanales de le faire, qui risque du coup d'abîmer le Évidemment. téléphone Ouais, c'est clair, et c'est de faire sauter la garantie, quoi. Ouais. Donc, histoire incroyable. Il nous tarde que ce système arrive en France quand même, Ah pour oui. qu'on puisse tester nous aussi ces valises. J'ai hâte de recevoir les valises de 40 kilos. Qui va se dévouer. On l'apportera dans De quoi je me mêle. On la testera. Ça, on fera live, exactement. en live, ouais. On fera un atelier DI, tu sais. Ouais, non, moi j'ai 2 mains gauches, je sais pas pour vous, mais Ouais, moi aussi. bon, c'est Bon. bien. On a 6 mains gauches. Ouais, donc, On n'est pas bien. Mais c'est intéressant de voir que. Voilà, c'est le cynisme d'Apple, si effectivement tout ça est calculé, quand même assez impressionnant. Dans l'actualité toujours chez Apple, c'est cette rumeur de casque de réalité mixte. Vous savez que on en parle aussi de temps en temps dans De quoi je me mail. Voilà, Apple serait en train d'élaborer un casque de à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle. On ne sait pas trop. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a eu des petites informations là qui pourraient suggérer que ça sortirait du four, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour la première fois, alors c'est les informations de Mark Gurman, qui est souvent très bien informé sur tout ce qui concerne Apple, donc travaille chez Bloomberg, et qui explique que ce Il est incroyable casque... ce gars. Hein, au Ah oui, alors passage, il a hein. toutes les infos. Je sais Ouais. pas comment. Mais c'est incroyable. C'est lui, il a toutes les infos tout le temps sur Apple. Il a un réseau, mais c'est dingue. Il doit avoir des gens qui doivent travailler sur des sujets. Enfin, Ou alors il connaît Tim Cook personnellement. Ou alors il Mais- connaît Tim Cook, parce que c'est tellement effectivement siloté chez Apple que. Bah là, Ouais, mais je vois il doit mal avoir Tim quel- Cook balancer des informations. On s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que c'est très intéressant en fait. Ce gars-là qui a des sources incroyables. Ouais, hein. des sources en interne. Et là, d'autant que, Ouais. parce que souvent on dit oui, mais alors les sources, c'est via des sous-traitants, Oui. des réseaux de Non, non, distributeurs. Là, l'info qu'il donne, c'est que ce casque a été présenté officiellement au conseil d'administration d'Apple. Donc pour savoir ça, Mhm. il faut quand même être assez proche des hauts cercles, Exactement, Bien sûr, on bien va sûr. dire. Imaginez un petit peu comment tout doit être verrouillé lors des conseils d'administration d'Apple. Tu quoi. m'étonnes. Ça doit être. Non, mais clairement. Vous faut qu'il recevez un mail, il s'enflamme après, il disparaît comme ça. C'est ça. Ouais, S'auto-détruira dans 10 secondes. C'est 10, ça. 9, 8. Ça va être incroyable. J'aimerais bien, franchement, être une petite souris, Ah ouais. participer à un conseil d'administration d'Apple. Oui, ça oui, doit oui. être complètement fou. Ça doit En être tout dingue. cas, cet appareil. Tiens, je vous visiblement- présente l'iPhone 22 qui sort dans 10 ans. On a C'est déjà ça. le On est prototype, déjà les dessus, gars. hein, les gars. Ouais. Et donc, cet appareil, alors, dont on parle depuis assez longtemps, hein, on sait qu'Apple travaille sur de la réalité augmentée. Alors là, on a plus de détails. On sait que ce sera de la réalité mixte. Donc, on va en reparler dans quelques secondes. Mais donc, a été présenté officiellement. Et en général, le process, c'est à partir du moment où c'est présenté au conseil d'administration, ça veut dire que c'est assez proche d'être présenté au grand public. Alors, on ne sait pas exactement à quelle échéance, mais en tout cas, c'est plus qu'un simple fantasme. Voilà, ce casque sur lequel travaille Apple. Alors, réalité mixte, je rappelle, parce qu'on commence à s'y perdre un petit peu. Bon, nous, on a un public de technophiles, donc je pense que les gens voient à peu près. Mais donc, réalité virtuelle, c'est on a un casque fermé et on se téléporte dans un monde virtuel. Réalité augmentée, c'est des lunettes ou un casque transparent, on voit à travers et on a des informations Oui. qui viennent se Des superposer. lunettes, par exemple. Voilà, exactement. Google Glass, c'est l'exemple type. Et réalité mixte, on est un petit peu entre les deux. Alors là, apparemment, il ferait les deux en même temps. Je ne sais pas exactement sous quelle forme. Donc, il serait à la fois casque de réalité virtuelle et en même temps, il permettrait de faire de la réalité
augmentée, donc peut-être avec un système de caméra extérieure qui retransmettrait un flux à l'intérieur et sur lequel tu pourrais superposer des informations numériques, faire apparaître des hologrammes, ce genre de choses. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant sur ce à quoi il ressemblera et comment il fonctionnera exactement, mais on sait en tout cas que voilà, Apple travaille dessus et que ça ne devrait plus trop tarder à être présenté officiellement. C'est un produit moi qui m'intéresse beaucoup pour ce casque qui effectivement devrait sortir. Alors peut-être ils vont en présenter, certains imaginent qu'à sa prochaine conférence développeur qui va arriver dans les jours qui viennent, ils puissent pourquoi pas montrer au moins faire un petit teasing, enfin bref, on va voir. Donc la WWDC, c'est le 6 juin, 5 ou 6 juin je crois, c'est ça, que vous pourrez suivre d'ailleurs sur cette chaîne, puisque vous le savez, on diffuse toutes les keynotes et on les commente, donc ça sera à vivre en direct à la fois sur 01net.com mais aussi sur 01 TV. Et effectivement, ce casque, il est intéressant parce que ça va être un produit, et ça c'était Mark Gurman qui l'avait dit précédemment, c'est un produit qui aura un positionnement très particulier, c'est un nouveau type de produit. Alors ça fait longtemps qu'Apple n'a pas sorti un nouveau type de produit. Là c'est une nouvelle famille, c'est vrai. Famille de produits, donc déjà c'est quelque chose d'assez étonnant. Puis c'est surtout un produit apparemment qui ne serait pas un produit, alors même si on dit Apple c'est cher, etc., Apple cherche quand même à faire des produits qui se vendent au maximum auprès d'un maximum de gens. Là ça va être un produit un peu plus de niche qui va coûter sans doute beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup de techno là-dedans, comme il y a beaucoup de techno dans le casque que Meta présentera bientôt. Et donc ça va être très très marrant de voir comment ils vont positionner ce produit, à qui ils vont essayer de le vendre, parce qu'apparemment ils voudraient aussi créer d'abord un écosystème, donc il faudra qu'il y ait des développeurs qui travaillent dessus, qu'il y ait des gens qui s'intéressent, comme au début de l'iPhone, à des applications. Est-ce qu'on peut imaginer que des développeurs aient déjà pu prendre en main cet appareil pour commencer à développer des choses, ou est-ce que pour l'instant le conseil d'administration donc a été mis au parfum en quelque sorte en disant voilà, ça va sortir, on va d'abord le proposer aux développeurs pour qu'ils puissent s'accaparer la techno, proposer des killer apps, parce que c'est encore une fois, ce truc-là, sans app, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc il y a c'est une longue histoire qu'Apple va écrire, qui va prendre des années. Apparemment, ils ont développé, alors c'était aussi dans les infos de Mark Gurman, mais en parallèle, donc avec ce casque, un système d'exploitation spécifique qui s'appelle RealityOS, donc qui serait conçu pour accueillir les applications de réalité chaud, mixte. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que de toute façon, les développeurs, alors oui, parfois Apple prend un développeur et puis lui confie un matériel et puis ils doivent signer de leur sang, c'est possible. Le truc est enchaîné. Moi, j'avais entendu des histoires, genre sur les premiers iPads, où le truc était enchaîné, tu devais signer je sais plus combien de documents avant, limite ils te bandaient les yeux avant pour que tu saches pas dans quel endroit t'étais. Enfin, tu vois, ça allait très très loin, vraiment. Comme dans Narcos, c'est presque ça. Tu te retrouves à l'arrière d'une voiture en plein désert et tu sais pas où tu vas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que RealityOS ne sera pas si éloigné que ça d'iOS, des autres plateformes qu'Apple. Qui serait une bonne nouvelle. Exactement. En fait. Ce sera une variante comme ils le font très bien déjà pour iPadOS, pour tvOS, et que les développeurs en question travaillent déjà sur des applications de réalité augmentée, puisque il y a AirKit par exemple qu'Apple a présenté déjà il y a des années. Il y a des lidars sur les téléphones Apple haut de gamme, et tous les développeurs en fait travaillent déjà sur des applications qui pourraient être adaptées à ce genre de matériel. Et ces applications elles sont déjà disponibles sur iPhone, c'est sûr. Mais qui ne marchent pas, qui ne marchent pas. C'est-à-dire que il n'y a pas encore la killer app qui fait que on est tous en train de s'exciter avec son iPhone, quoi. C'est vrai, il y a effectivement certaines apps qui ont un petit peu décollé de réalité augmentée, type la règle qui te permet de mesurer tes meubles ou de placer dans ton salon. Bon, tu fais une fois, quoi. Il y a IKEA qui a fait ça. Mais effectivement, le device va aussi, l'appareil va aussi générer sans doute un nouvel intérêt d'autres développeurs. Et c'est ça ça va être très intéressant à voir en fait. Je ne sais pas quand ils vont en parler, mais il m'étonnerait quand même qu'ils ne présentent pas ça d'abord à une communauté de gens qui vont devoir développer dessus. Moi, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi sur le diagnostic, sur le fait que ce serait l'événement idéal, la WWDC, pour présenter ça. Évidemment. J'ai du mal à croire qu'ils le présentent lors de cette WWDC. Moi, je pense que c'est trop tôt. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il pourrait y faire allusion. Ça pourrait être un One More Thing incroyable. Tu sais, le petit One More Thing à la fin de la conférence, juste avec un petit teaser ou une image ou...
ou même une allusion, un truc, mais je crois pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. J'en profite pour préciser que pour ceux qui nous regardent, les images qu'on voit, ce sont des images de concept artiste. C'est pas évidemment des images officielles, vous imaginez bien. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je suis assez excité par ce produit parce que Apple est très fort pour ça. On les critique souvent pour leur manque d'innovation, le fait que ça ronronne un petit peu. Maintenant, c'est tous les ans un nouvel iPhone ou deux nouveaux iPhones avec un petit appareil photo un peu plus performant, etc. Là, on aurait effectivement une nouvelle famille de produits, première fois depuis 2014 et l'Apple Watch, première chose. Et deuxième chose, on sait que ça va être l'une des clés pour l'adoption de ces technologies, donc réalité augmentée, réalité virtuelle et le fameux métaverse dont on parle très souvent. Facebook est sur le coup, Microsoft est sur le coup avec son casque HoloLens. Si Apple est fort à un truc, c'est prendre un produit sur lequel les autres sont en train de travailler, mais qui ne sont pas encore incroyables, et le perfectionner et en faire un outil qu'on a envie d'acheter et qui est accessible pour le grand public, pas forcément d'un point de vue financier, mais accessible en termes d'utilisation, de design, de form factor, le truc qui ne va pas être trop encombrant, qui va être pratique, que tu vas avoir envie de mettre. Ça, Apple est incroyablement puissant pour ça. Moi, c'est pour ça que j'ai très 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 hâte de voir leur vision en fait de ces casques de réalité augmentée, virtuelle, qui aujourd'hui sont quand même des trucs qui sont très encombrants, qui sont pas pratiques du tout, même si ça s'est amélioré depuis quelques années. Moi, j'ai testé le HoloLens de Microsoft, qui est un produit génial, mais même leur version 2, si tu veux, c'est encore lourd, ça lag encore. C'est là Apple où fera mieux, je pense. Et c'est là où je me dis que c'est pour ça que je te rejoins. À mon avis, ça sera pas à cette WWDC parce que je suis pas sûr que le timing soit bon et que technologiquement on soit prêt à avoir ce type d'appareil en fait. Quand on voit HoloLens qui est loin d'être un produit ergonomique et facile d'utilisation, etc. Même Apple, à mon avis, a les mêmes problèmes que les autres. Les puces, il faut les fabriquer, il faut trouver des capteurs, il faut trouver l'ergonomie, etc. Et je me demande si technologiquement, on est prêt à avoir ce type d'appareil. Et puis, présenter ça à un conseil d'administration, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est... Voilà, on lance ce projet. Est-ce que vous nous donnez le go pour qu'on le lance ? Ce qui fait qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt de voir le produit. Ou est-ce que c'est... voilà, on va sortir ce produit-là. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi ça sert de présenter un produit à un conseil d'administration ? Est-ce que le conseil d'administration a son mot à dire en disant « Écoutez, non, ça ne nous intéresse pas, on le met de côté » ou est-ce qu'ils sont là, comme ça, stoïques, en disant « Ben voilà, c'est assez intéressant, je trouve. » Oui, enfin, je sais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Apple, s'il y a toujours dans la tech, le fear of missing out, ils sont obligés d'aller vers ce genre de technologie. Donc, de toute façon, ils vont sortir un produit un jour ou l'autre. Mais Apple ne sort pas un produit qui n'est pas mature, en quelque sorte. En vrai, ce casque est apparemment en développement depuis très longtemps, puisqu'on évoque la date de 2015, enfin, en tout cas, c'est ce que Gurman avance. Donc, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup, enfin, depuis, en fait, 2015, on remonte en matière de VR à la préhistoire presque, enfin, de cette nouvelle vague de VR. Donc, a priori, on peut se dire quand même qu'ils vont y aller. Je pense qu'ils vont pas. Il n'y a pas de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Je pense que c'est une histoire de quand on le sort effectivement. Et ce qui va se passer sans doute, c'est qu'ils vont d'abord présenter une plateforme, des nouveaux éléments. On le voit depuis qu'ils ont présenté AirKit, en fait. On voit qu'ils s'intéressent à ce sujet. Tim Cook l'a d'ailleurs déjà dit, que ça le passionne, la réalité augmentée, la réalité mixte, et clairement, ils vont y aller. La question, c'est effectivement, comme vous le disiez, quand ? Est-ce qu'on a vraiment encore la techno nécessaire ? Non. Clairement, ça va coûter très très cher pour avoir des écrans qui sont capables de diffuser avec une bonne luminosité dans vos yeux. Ça n'existe pas vraiment encore. Une bonne définition aussi. Non, mais après, moi, je me méfie un peu du... est-ce que la techno n'est pas encore prête ? C'est pas parce que d'autres ne l'ont pas fait, tu vois. Enfin, quand ils ont présenté l'iPhone, la techno n'était pas encore prête non plus. Mais sauf que ça a pris tout le monde de court et tout le monde a halluciné. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous feraient pas un coup comme ça, une surprise énorme avec le truc et qui tue le game comme ça d'un coup, je sais pas. Alors la question c'est comment est-ce qu'ils vont le positionner ? Est-ce que ce sera un appareil grand public ou est-ce que ce sera purement professionnel ? Parce que par exemple Microsoft, leur HoloLens, c'est du pro, c'est pas destiné au grand public. Bien qu'au départ c'était un produit grand public, bien sûr. Mais ils l'ont effectivement, quand ils ont vu qu'effectivement ça coûtait quand même 3 000 ou 4 000 euros, ils se sont dit que personne va acheter ça pour le grand public. Ils l'ont repositionné, d'ailleurs ils ont eu raison, comme un produit B2B, mais au tout départ, HoloLens avait été conçu pour montrer que Microsoft était encore une boîte qui innovait, ils étaient en plein creux de la vague, et HoloLens c'était
regardez, on est géniaux, on s'appelle Microsoft, on va vous montrer un produit que personne n'a jamais fait. Et c'était vraiment pour ça qu'ils ont lancé HoloLens et après ils l'ont mis en B2B. Apple n'est pas tout à fait dans le même... mais ils ont aussi besoin de montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils ont des nouvelles idées. Ça va être très intéressant en tout cas à suivre. Oui, et puis Meta qui prépare son casque aussi de nouvelle génération, qui coûtera assez cher aussi, et qui sera réservé, on va dire, aux pros. Donc voilà, on voit qu'on se dirige aussi peut-être d'abord vers les pros pour après déniveler et s'intéresser au grand public. Une vraie bataille de hardware, en tout cas, sur une nouvelle gamme de produits. C'est intéressant. On vit une période incroyable, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler, bien sûr. Dans l'actualité aussi, il y a le fait de pouvoir payer en souriant. Anthony, et tu voulais nous parler de cette innovation qui est signée Mastercard. C'est ça. Alors en souriant, bon, t'es pas obligé de sourire en fait, c'est la reconnaissance faciale qui compte. C'est en général, quand tu payes, t'as pas envie de sourire. C'est ça, voilà. Mais eux, ils le vendent comme ça. C'est le petit argument marketing. Vous allez pouvoir payer en souriant. C'est plutôt bien trouvé. Mais oui, c'est les avancées dans le domaine du paiement biométrique. Et donc Mastercard, géant mondial du paiement, c'est pas une petite start-up qui lance une expérimentation dans son coin. Là, ils lancent une expérimentation grandeur nature. Ça commence au Brésil. Ça devrait s'étendre dans le monde entier ensuite. Alors après, en fonction de la réglementation des pays, de paiement par reconnaissance faciale. Donc en gros, tu arrives à la caisse du supermarché ou au restaurant pour payer, et plutôt que de sortir ta carte ou de sortir ton smartphone, eh bien, tu as une petite borne avec une caméra à côté de la caisse, tu regardes la caméra, on scanne ton visage, on va faire matcher ça avec une photo que tu as envoyée, tu t'es inscrit via une application au préalable. On sait que c'est bien François Sorel qui s'est acheté un paquet de cookies, hop, et c'est validé. Oui, je n'en dis pas plus. Je préfère pas. La question de respect des données personnelles, c'est important. Et ensuite, voilà, c'est validé. Surtout quand on parle de cookies. Surtout quand on parle de... Oui, pas mal. C'est même pas fait exprès, mais bravo. Non, mais voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Du caviar, vraiment, magnifique. Ça fait plaisir. Et donc, voilà, tu as payé... Intéressant parce que évidemment ça nous promet un monde où on peut se balader finalement avec rien dans les poches et on va pouvoir acheter, faire ses courses, aller au restaurant, payer sans friction comme on dit dans l'industrie, c'est-à-dire que tout se fait de manière totalement naturelle, à tel point d'ailleurs que tu oublies quasiment que tu es en train de dépenser de l'argent et peut-être que c'est un peu fait pour ça aussi, parce que vraiment là tu prends un produit et tu sors du magasin, tu as juste à montrer ton visage, mais en tout cas voilà ce qui risque d'arriver. C'est top, franchement moi je trouve ça et j'y pensais, j'avais discuté avec, je crois, le patron de Visa, ou Visa ou Amex, et je leur posais la question, est-ce que demain, on aura de la biométrie qui pourrait remplacer en fait des cartes ou des téléphones, etc. Ils étaient assez partagés. Certains disaient oui, d'autres, est-ce que, par exemple, en France, on est prêt à laisser la biométrie rentrer comme ça, de manière assez... forte dans notre quotidien, ça va être un débat, voilà. C'est tout l'enjeu. Mais avouez que c'est quand même génial. Vous allez acheter votre pain, vous avez oublié votre téléphone, vous n'avez pas votre carte bleue ou quoi, vous montrez votre visage et vous payez, quoi. Moi, c'est un truc de dingue. Moi, c'est à chaque fois, quand je reviens de courir. Voilà, je prends pas mon téléphone, je prends rien avec moi, et tu reviens, tu veux acheter ta baguette. Voilà, là, c'est pratique. Alors, je suis pas sûr qu'Eric soit d'accord. Pas du tout. J'en étais sûr. Alors là, non, c'est pour moi une très très mauvaise idée. Pourquoi Mastercard fait ça déjà? Parce que c'est vrai que c'est des spécialistes du paiement, mais le problème c'est que sur smartphone, ils sont un peu coincés puisque maintenant il y a Google Pay, il y a Apple Pay, et que là-dessus ils sont dépendants en fait d'un acteur tiers, tandis qu'avec ce genre de borne, ils reprennent la main. C'est eux qui reprennent la main dans les commerces, et du coup vous sortez pas votre smartphone avec Apple Pay ou Google Pay, il n'y a pas une commission, c'est Mastercard qui gère toute l'infrastructure de paiement. Donc on peut comprendre qu'ils mettent en place de nouvelles innovations, et d'un point de vue techno, c'est intéressant. Moi, par contre, j'ai vraiment un gros problème à voir des débuts, comme ça, des arrivées de la reconnaissance faciale dans les commerces, et qu'on s'habitue un petit peu à donner notre visage partout pour payer, par exemple, mais aussi, pourquoi pas demain, pour entrer dans les transports en commun, effectivement, c'est pratique. Vous avez une fluidité qui est quand même incroyable. Oui, certainement. Le problème, c'est que c'est mine de rien, et même si Mastercard évidemment dit que c'est une empreinte qu'ils prennent et non la photo de votre visage, et que donc on ne peut pas ensuite vous retrouver, etc.
Il n'empêche que c'est la reconnaissance faciale dans l'espace public et que si on commence à s'habituer à ça, on va. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo des petits enfants chinois quand ils rentrent à l'école? Je sais pas si elle a traîné pas mal sur Internet, où on voit les enfants chinois qui passent devant des portiques. Ouais, hop, ouais. ils passent, C'est un peu après le derrière, présent hop, qu'on ils avait passent. quand on était petit, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas du tout envie de voir ce genre de futur en vrai. J'ai pas du tout envie que dans le futur, parce qu'on s'est habitué à des solutions comme ça, par exemple, on nous demande à nos enfants, quand ils arriveront à l'école, de s'identifier par reconnaissance faciale. Je pense que c'est un petit peu orwellien et ça me fait assez peur. Donc, la techno est vachement bien, c'est super. Mais bon, le smartphone, on l'a quand même toujours sur soi. On a une watch éventuellement. Donc là, effectivement, c'est encore moins de friction. Mais à quel prix et surtout, est-ce que demain, ça ne sera pas utilisé pour bien d'autres usages que simplement le paiement? C'est juste pour la reconnaissance faciale que ça te choque ou est-ce que c'est toute la biométrie? Parce que tu La sais qu'ils biométrie, globalement, ils ont bien annoncé sûr. que tu pouvais aussi avec payer par la paume de la reconnaissance main, de la paume de la main aussi. Exactement. Donc, qui est peut-être, je sais pas, tu vois ça comme moins intrusif ou Je trouve ça moins intrusif, certes, parce que c'est pas ton visage et que c'est effectivement comme ton doigt sur un téléphone. C'est peut-être moins intrusif, mais il n'empêche que la biométrie. Méfiance avec ça, puisque je rappelle, la biométrie, c'est comme si c'était un mot de passe, mais c'est un mot de passe que vous ne pouvez pas changer. Une fois que vous avez donné votre visage, vous avez donné votre visage, c'est votre visage. C'est ça, mais moi c'est ça qui me fait peur en fait. Moi le côté utilisation de la biométrie, ça m'inquiète pas plus que ça, dans le sens où de toute façon c'est sur la base du volontariat, personne t'oblige à payer comme ça, tu peux payer de toute façon autrement. Moi je trouve ça très pratique aussi. Le fait que Mastercard ait une trace de mon visage, je m'en fiche un peu, tu vois. Voilà, moi aussi. Vu la quantité de données que je lâche tous les jours à Google ou à Facebook, je suis pas sûr que ce soit plus grave que finalement eux aient une image de mon visage, qui pourrait récupérer d'ailleurs n'importe où sur les réseaux sociaux par ailleurs. C'est rare d'être complètement cloisonné aujourd'hui. Là où par contre il y a un vrai souci, c'est en termes de sécurité informatique, parce que effectivement, si tu te fais piquer ton mot de passe, c'est une chose. Si tu te fais piquer ton visage ou tes empreintes digitales ou l'empreinte de la paume de ta main, là c'est à vie. Et pour le coup, il y a derrière tous les sujets d'usurpation d'identité. Il suffit qu'il y ait une vulnérabilité, une faille, un vol de données chez Mastercard ou chez Amazon qui testent exactement la même chose, avec la reconnaissance des paumes de la main. Et là, on a un vrai souci, parce que pour le coup, tu as perdu ton empreinte à vie. Oula, ça fait peur. Là, ça fait peur. On finit sur un truc totalement anxiogène. Voilà, on va conclure la première partie de ce De quoi je me mêle avec cette phrase. Voilà, on perd notre empreinte à vie. Et là, ça fait flipper quand même. Alors, première partie de Quoi je me mêle qui s'arrête. On revient dans un instant. On va parler des 15 ans de Google Street View. Toujours avec Éric Le Bourlou et Anthony Morel. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.